Bonjour tout le monde. Les parents d'élèves vont-ils pouvoir souffler un peu et éviter les heures d'attente en labo et pharmacie? Le protocole sanitaire mis en place dans les écoles a été allégé. Pas d'obligation de test PCR ou antigénique si votre enfant est cas contact. Les 3 autotests suffiront avec à la clé une seule attestation sur l'honneur. Les enseignants quant à eux ne décolèrent pas. Une grève est prévue ce jeudi dans de nombreux établissements dans toute la France. Mais pour l'heure, voici les titres de ce journal. Après des débats houleux à l'Assemblée nationale, le projet de loi autour du pass vaccinal est actuellement étudié au Sénat. Dans ce contexte, la députée de notre circonscription prend la parole dans ce journal. Sur fond de manifestations anti-pass vaccinal, les commerçants de Metz dressent un bilan mitigé de la première semaine des soldes d'hiver. La ministre déléguée chargée de la ville, Nadia Hay, s'est déplacée à Forbach pour se rendre compte des rénovations dans les quartiers du Wiesberg et Bellevue. Des démolitions sont prévues pour créer une ouverture sur la ville et plus de lieux de vie. Quant au château du Weckersburg à Walchbronn, c'est un chantier de réhabilitation qui est en cours. La charpente a été posée il y a peu. Des aménagements extérieurs doivent encore être réalisés, ainsi que la toiture. Dans cette émission également, Naïla Hénard, conseillère régionale du Grand Est du groupe Rassemblement National et Apparentés, est l'invitée de Julia Bitran, l'occasion de dresser un bilan de 2021 et d'annoncer les perspectives pour 2022. C'est une interview enregistrée à l'extérieur pour bien sûr respecter les contraintes sanitaires. Comment consommer responsable? Vaste question traitée à travers plusieurs ateliers proposés par le CIDEM lors de la semaine de réduction des déchets. Conseils avisés et témoignages sont à retrouver en deuxième partie d'émission. Et on commence ce journal avec la visite de Joël Giraud, secrétaire d'État chargé de la ruralité. Ce matin, c'est à Schorbach qu'il s'est rendu, l'occasion de découvrir les projets et réalisations bénéficiant de financement pour le développement et l'activité des territoires ruraux. Il a notamment découvert le centre d'art, le calendrier pour la paix et l'espace multiservice, ainsi que l'éclairage public qui a bénéficié d'aide de l'État. La visite s'est ensuite poursuivie à Bitche avec une déambulation dans les différents espaces mis en place dans le cadre de la revitalisation du centre-ville. Une table ronde avec les élus a terminé la rencontre. On reviendra bien sûr sur cette visite plus en détail dans notre journal de demain. Et hier, c'est une ministre qui était en Moselle-Est, Nadia Hay, ministre déléguée à la ville, qui s'est rendue à Forbach. Elle a fait le point sur les projets de rénovation urbaine dans les quartiers faisant l'objet de programmes de l'ANRU. Direction le Wiesberg, où la ministre s'est entretenue avec le maire de Forbach, Alexandre Cassaro. Après lui avoir exposé les projets qu'il souhaiterait voir menés au Wiesberg, tous ont déambulé à travers le quartier. Ici c'est vide et je crois que Mosellis a réussi à reloger tous les habitants. Les 16 ménages ont été relogés. Ici, les enjeux sont l'ouverture de la cité sur la ville, ainsi qu'une offre de logement plus moderne et en accord avec les attentes des habitants, mais aussi le renforcement des services publics dans le quartier. Ma venue aujourd'hui, elle fait suite à des échanges que j'ai eus avec monsieur le maire de Forbach, qui est venu m'expliquer les difficultés qu'il rencontrait dans ces quartiers politiques de la ville, et donc de voir aussi tous les sujets qui concernent la politique de la ville, à savoir le projet de rénovation urbaine, mais également celui de la réussite scolaire. Et la principale aujourd'hui visite a été de visiter le quartier, de voir quelle est l'ampleur de la tâche aujourd'hui qui est la nôtre pour pouvoir répondre à un besoin qui est aujourd'hui clair et une cible déterminée au sein de notre gouvernement. C'est comment on transforme durablement le visage de nos quartiers, comment aujourd'hui on répond aussi à un besoin d'amélioration du cadre de vie à travers les projets de rénovation urbaine, comment on répond aussi à la question de la sécurité, à la question du développement économique et de la réussite éducative à travers le renouvellement urbain. Eh bien, cette visite permet justement de voir quels sont les projets qui sont portés par la collectivité et comment l'État peut les accompagner dans cette direction. L'autre volet de la visite de la ministre à Forbach, c'était la réussite éducative. Nadia Hay a annoncé que Forbach devrait bénéficier prochainement du label Cité éducative, comme sa voisine Bérenley-Forbach depuis 2019. C'est un dispositif qui vise à assurer une meilleure prise en charge éducative des jeunes de 3 à 25 ans, en associant bien sûr les acteurs locaux. Aujourd'hui, dans notre arrondissement, comme dans toute la France, c'est une matinée sous le signe de la colère pour le personnel soignant. Guillaume, tu te trouves devant l'hôpital Robert Pax à Sarreguemines. Quelle est la situation ici ?
Et bien là, actuellement, la situation est revenue à la normale, mais tout à l'heure, vers 11h, il y avait énormément de monde qui était là. Une centaine de personnes, des agents de l'hôpital Robert-Pax, il y avait des aides-soignants, des infirmiers, des médecins, mais aussi des membres du personnel administratif, notamment des secrétaires. Ce mouvement s'inscrivait, comme tu le disais, dans un mouvement national pour l'amélioration des conditions de travail au niveau des hôpitaux publics. Il y avait des messages forts d'exprimer, notamment la mort de l'hôpital public, la mort programmée de l'hôpital public. Monique François, est-ce que la situation est si critique que ça, et notamment ici à l'hôpital Robert-Pax? Eh bien, la situation est critique, effectivement, autant dans les hôpitaux de France qu'à Robert-Pax. On constate depuis ces dernières années, on a alerté en permanence sur nos conditions de travail. La pandémie a mis en exergue ces difficultés, et là maintenant, le personnel est las. Certes, il y a des mesures qui ont été prises, notamment salariales, et ce qui est très bien, mais maintenant on nous donne des moyens, certes financiers, pour recruter du personnel, mais on veut en même temps qu'il n'y ait plus toutes ces contraintes qui sont imposées par une dictature managériale du style des effectifs cibles. Enfin, il faut vraiment qu'on nous donne des moyens humains, des bras, pour nous occuper des patients. On entend parler pas mal également d'absentéisme. Ça représente quoi en termes d'agents qui ne sont pas là actuellement, en raison notamment de la pandémie? Actuellement, j'estime qu'il y a un absentéisme entre 12 et 15%. La situation s'aggrave de jour en jour, puisque comme en ville, comme partout, les cas, il y en a de plus en plus, que ce soit dans le personnel, obligés de se mettre en retrait. Et sauf s'ils sont asymptomatiques, ils ont le droit de venir travailler. Et derrière, ça engage du coup une surcharge de travail pour le personnel qui reste ici présent? Complètement, ça fait 2 ans qu'on est dans cette pandémie, 2 ans qu'on travaille en procédure dégradée, pour ainsi dire, par rapport au manque de personnel, par rapport au manque de moyens, et donc les personnels sont épuisés. Là maintenant, il faudrait que ça s'arrête, mais bon, on sait bien qu'on n'y est pas encore. Donc aujourd'hui, on veut vraiment dénoncer et alerter. On veut profiter effectivement de cette fenêtre de tir avec les élections présidentielles pour alerter les candidats qu'il faut vraiment réfléchir à l'hôpital de demain, parce que là, dans ces conditions-là, c'est plus possible. C'est la mort, c'est un terme fort, mais c'est vraiment la mort de l'hôpital public qu'on vit actuellement. Vous avez des revendications précises? Eh bien, comme dit, des bras, et peut-être aussi qu'on oublie la tarification à l'activité, parce que même si actuellement on nous donne des moyens, on débloque des moyens pour pouvoir embaucher, on reste toujours sur ce mode de fonctionnement, à savoir l'efficience et être rentable, et ça, c'est tout juste pas acceptable. Et il faut arrêter les fermetures de lits, ça aussi, il faut que ça cesse, et qu'on y associe les personnels adéquats en termes de nombre. Voilà. Le mouvement de ce jour se déroulait ici, donc devant l'hôpital Robert-Pax, mais également à Bitche, à l'hôpital Saint-Joseph. La MUF et Fauve Santé étaient à l'origine de ce mouvement de protestation. Et il faut noter que ce mouvement est reconductible. Vendredi à 14h, des agents seront de nouveau là pour faire entendre leurs revendications. Et les tensions se font également sentir autour du pass vaccinal qui devrait entrer en vigueur dans quelques jours. Adopté en première lecture à l'Assemblée nationale dans des conditions rocambolesques, le projet de loi est actuellement étudié par les sénateurs. En attendant, c'est Nicole Triss, députée de la 5e circonscription de la Moselle, qui prend la parole au micro de Guillaume Dumonteil. Que pensez-vous du regain de tension autour du pass vaccinal suite aux propos d'Emmanuel Macron? Alors il y avait déjà de la tension pour le pass vaccinal hors propos d'Emmanuel Macron. On s'y attendait que les débats soient nourris de toute manière. En revanche, ce que je trouve inacceptable et inadmissible, c'est qu'on commence à commenter les propos venant d'ailleurs. Nous, dans l'hémicycle, notre fonction est effectivement de débattre, de discuter d'un sujet important, urgent pour les Français, à savoir ce pass vaccinal. Et on perd trop de temps à faire la caisse de résonance de commentateurs de ce qui se passe hors de l'hémicycle. Et pendant ce temps-là, malheureusement, le virus circule, les patients se contaminent et les soignants s'épuisent. Pensez-vous que du coup le pass vaccinal pourra être mis en place à partir du 15 janvier ? Je l'espère, il faut qu'il soit mis en place le plus rapidement possible. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on pense que ce sera fait aux alentours du 15 janvier. Là, aujourd'hui, il est au Sénat, à la discussion. Il faut attendre pour qu'il revienne à l'Assemblée nationale. Nous espérons pouvoir en discuter d'ici la fin de la semaine pour effectivement une application le plus rapidement possible.
Est-ce que vous pensez que les non-vaccinés ne sont plus des citoyens ? Je ne le pense pas. Ces propos-là ne sont pas les miens et puis je n'ai pas à commenter les propos des personnalités politiques. Je n'ai pas à commenter les propos du président. Le président, s'il a dit ça, c'était un contexte particulier. Il parlait surtout de ce que relève une citoyenneté. Le citoyen a bien sûr des droits mais également des devoirs et il parlait plus de la notion de citoyenneté comme notion morale, à savoir une responsabilité collective avec des personnes qui, ensemble, luttent contre la propagation du virus. C'est tout ce que j'aurais à dire de plus là-dessus. Je ne me lancerai pas dans cette polémique. Ce ne sont que des polémiques. C'est sorti du contexte et ça a été, bien sûr, on sait bien qu'il y a des enjeux électoraux derrière. Ça a été bien sûr repris par-ci, par-là. Mais le but aujourd'hui, vraiment, c'est de lutter contre une propagation du virus qui est énorme. Je vous le disais tout à l'heure, 300 000 contaminations toutes les 24 heures. Mathématiquement, ça va nous engorger les hôpitaux et pas seulement les services de réanimation, également, j'allais dire, les lits conventionnels. Et ça risque une implosion au niveau du système de santé. Et nous, ce que nous souhaitons, c'est éviter cela. C'est effectivement pouvoir lutter collectivement ensemble pour sortir de cette pandémie et pouvoir revivre normalement. Omicron est aujourd'hui majoritaire en France. Il serait moins dangereux que les variants précédents. Est-ce que du coup, il faut absolument passer par de la vaccination ? Alors, il semblerait qu'effectivement Omicron soit moins dangereux dans la mesure où ça n'atteindrait pas, je mets le conditionnel bien sûr, au niveau des symptômes, la capacité respiratoire. Il n'empêche qu'il est particulièrement transmissible et à partir du moment où c'est mathématique, au lieu d'avoir 20 000 personnes contaminées par 24 heures, vous en avez 300 000, quand bien même on ne va pas directement au service de réanimation, on va dans des lits, on va vers des hospitalisations, c'est mathématique, et ces hospitalisations-là, ça va nous engorger d'autres services, des services de médecine qui vont obliger à déprogrammer des interventions qui étaient prévues pour d'autres patients, et c'est là tout le problème. Nous avons des soignants qui sont effectivement au bord du burn-out, nous avons des soignants qu'il faut redéployer plus spécifiquement pour les personnes contaminées, et de ce fait-là, il faut qu'on ferme des lits autres, qu'on déprogramme des actes chirurgicaux. On ne peut pas le faire, même pas à moyen terme. Je dirais à un moment donné, il faut effectivement qu'on arrête cette escalade et qu'on puisse, que ce soit Omicron ou Delta, qu'on puisse effectivement casser cette propagation du virus. Entre la crise sanitaire et une météo plutôt capricieuse, comment se portent les soldes d'hiver en Moselle ? Une semaine après le démarrage, le bilan est plutôt mitigé pour les commerçants. Exemple au centre-ville de Metz dans ce reportage de Jean Milon. Pour ce premier samedi de soldes à Metz, les rues du centre-ville affichaient deux visages, l'un très agité avec la manifestation anti-vaccin et l'autre terriblement plus calme quand le cortège venait à s'éloigner. Dans les boutiques, les commerçants font grise mine mais restent optimistes. Depuis lundi, c'est très très dur, une catastrophe, on ne comprend pas. Il n'y a personne en ville, les soldes sont très 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 difficiles. On a l'impression que c'est la fin des soldes. Alors, aucune explication. Là pour l'instant je suis à 30%, il y a quelques prix, il y a quelques articles où j'ai commencé à faire 50 et puis à partir de mercredi prochain je vais tout faire à 50. Tout va bien sûr bien se passer puisque nous sommes là et on les accueillera avec encore plus de bonne humeur. Le retour en force du télétravail et les cas de contamination qui repartent à la hausse jouent tous deux en la défaveur de ce grand événement commercial qu'est les soldes. Malgré tout, quelques irrésistibles clientes ont bravé la pluie pour trouver la bonne affaire. Écoutez, pour l'instant, je farfouille un petit peu à droite à gauche, mais bon, je vais déjà trouver mon bonheur. Bien sûr que la situation sanitaire, en plus la météo n'est pas de la partie, je veux dire, oui, c'est sûr que c'est perturbant. Alors moi, je suis venue dans un but bien précis, faire des affaires. Donc j'en ai déjà une grosse là sous le bras. Qu'est-ce que c'est ? Une grosse couverture bien chaude. Quand on se promène dans les rues de Metz, mais bon, comme dans beaucoup de villes aujourd'hui, c'est un peu morose quand même. Hein. Donc c'est pas toujours très attrayant. Puis en plus, il y a des manifestations, donc c'est pas très agréable. En janvier 2021, les dates des soldes avaient été décalées et prolongées pour permettre aux commerçants d'écouler leur stock.
L'issue pourrait être la même cette année, si l'ambiance pesante des rues du centre-ville venait à perdurer. Travaux en cours au château du Weckersbourg, petit pavillon de chasse de Simon Wecker à Walchbronn. Il s'agit d'une réhabilitation entamée en septembre dernier et qui se poursuit dans les meilleures conditions. La semaine dernière, c'est l'entreprise Schumacher qui a installé la pièce maîtresse du chantier, la charpente de la tour. État des lieux avec Catherine Henrich. Un projet ambitieux pour la petite commune de Walchbronn. Aujourd'hui, le maire, Christian Schwalbach, est fier de la bonne marche du chantier du Weckersbourg. Après les travaux d'étanchéité de la tour, la charpente destinée à la protéger a été posée la semaine dernière. Les couvreurs interviendront dans les jours qui viennent, mais déjà, la tour offre un nouvel aspect qui change tout. Nous, ce chantier, c'est pas le plus gros chantier qu'on va faire cette année, mais je crois que c'est le chantier vraiment qui est le plus, on pourrait dire, un chantier de cœur. Parce qu'on voit le plaisir qui ramène au niveau des habitants, d'équipe municipale et de monsieur le maire. Alors que les abords sont à moitié terminés, on pense scénographie. En effet, la réhabilitation du Weckersbourg n'est pas destinée qu'aux seuls habitants du village. Elle a aussi une vocation touristique avec la mise en place d'une scénographie encore à l'étude qui s'étendra du village au château. Cette partie scénographie, c'est la touche finale du projet. C'est justement de mettre en valeur à travers l'histoire. On souhaitait respecter l'âme en fait du château, matérialiser bien ce qui était avant l'entrée pour que les gens aient l'impression en fait de pénétrer dans le château en quelque sorte, quoi, de retracer en fait un peu l'historique du château. Le chantier bénéficie de l'aide de la Fondation du patrimoine et un appel aux dons a été lancé au printemps dernier pour boucler un budget de 180 000 €, déjà subventionné à 80%. Sur les 18 000 € de dons attendus, 74% de la somme ont déjà été mobilisés. Et tous pourront profiter des lieux d'ici l'été prochain. Traditionnellement sur cette chaîne et pour démarrer la nouvelle année, on donne la parole aux élus du territoire pour parler bilan et perspective. Aujourd'hui, Naïla Hénard, conseillère régionale du Grand Est, répond aux questions de Julia Bitran. Naïla Hénard, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes conseillère régionale élue sur la liste du Rassemblement national menée par Laurent Jacobelli. Qu'est-ce que vous retenez de 2021 ? 2021 était une année très difficile pour tout le monde, je pense, parce qu'il y a eu un désamour de la population envers les instances qui sont les grandes régions. Ce qui explique l'abstention dans ce vote. Comme je vous avais dit, j'étais très peinée, mais cependant, croyez-moi, j'ai le courage et comme je me suis engagée à faire de la pédagogie, je le ferai volontiers. Alors là, ça fait un tout petit peu plus de 6 mois que vous avez été élu au Conseil régional. Quel est le premier bilan que vous dressez ? Avant de faire le bilan, je vous signale que sur les 6 mois, il y a eu les 2 mois de vacances, juillet-août. Donc réellement, on est rentré en fonction en mois de septembre. Donc le mois de 2021, je dirais, c'est une année charnière. C'est-à-dire qu'on a terminé les dossiers en cours et on a commencé déjà le Grenelle de l'environnement qui a été voté signé plutôt en mars 2001. Et il est mis en place dans un objectif bien précis, le respect du Grenelle de l'environnement et exactement la transition énergétique et la conjugaison de l'économie et le climat et tout ce qui est source d'énergie. C'est-à-dire qu'il faut que tout fonctionne comme des engrenages. L'économie, les recherches et le transport. On a beaucoup misé sur le transport, mais tout n'est pas encore fini, puisque c'est en 2002 qu'on verra la réalisation de la deuxième partie de la phase de Grenelle, pas de Grenelle, je dirais, du plan État-région. Alors, vous siégez au Conseil régional dans le groupe d'opposition qui compte le plus d'élus. Vous êtes 33. Exactement. Quel est votre rôle ? Moi, je suis élue donc dans le groupe de Rassemblement national et apparenté. Il faut savoir que je suis membre du CNIP, Centre national des indépendants et des paysans, un parti politique qui est le cœur de la droite. Qu'on oublie souvent de le dire, mais nous travaillons comme travaillent tous les groupes, comment on dirait ça,
en coordination des tâches, c'est-à-dire que nous répartissons dans tous les trucs thématiques qui existent, parce qu'il faut savoir que dans le conseil régional, il y a 15 commissions thématiques. Donc moi j'ai choisi le transport et les finances. Et d'ailleurs, je suis souvent en contact dans les commissions avec David Valence, à qui je pose des questions quand il y a un problème. Et croyez-moi, on nous répond correctement. Bravo, je lui fais un petit coucou. À vos yeux, comment se porte aujourd'hui la région Grand Est ? Je dirais, je ne veux pas être pessimiste, je crois que l'objectif est de rendre service avant tout et de préparer le futur dès aujourd'hui. Bien entendu, en politique, il y a l'esprit critique, mais pour l'instant, je ne dirais pas que je suis mal à l'aise. Et alors pour 2022, selon vous, quels sont les enjeux majeurs pour la région ? Ce sera, à mon avis, la mise en place de tout ce qui est mobilité, c'est-à-dire le transport des personnes, les trains, les trafics, les relations internationales, l'économie, avec d'autres partenariats possibles et imaginables, parce que le Grand Est est élargi, les compétences de l'État arrivent, donc il faut donc, je dirais, rentrer les rails dans le bon sens, c'est-à-dire que tout doit fonctionner harmonieusement. L'élection présidentielle approche à grands pas. Alors il y a Éric Zemmour qui a fait une entrée très médiatisée dans le paysage politique. Quelle est votre réaction ? Personnellement, je dirais qu'il ne faut pas trop se lancer dans cette course. Il faut laisser le peuple choisir, puis c'est tout. Le choix, il y en aura, bien entendu, mais je ne dirais pas que le politique spectacle, c'est bon. Non. Il faut y aller tout doucement, sereinement. Il y aura un choix à faire, il faut le faire. D'ailleurs, j'invite les maires à parrainer. On verra donc dans quelques mois. Il vous reste 15-20 secondes pour conclure cet entretien. Déjà ? Oui. Je souhaite tout d'abord bonne année à chacun de nos habitants, également les élus. Et j'espère qu'à l'avenir, il y aura plus de pédagogie pour faire aimer notre Grand Est. Voilà. Eh bien, merci pour cette interview. Un entretien réalisé à l'extérieur malgré le froid de ces derniers jours. D'ailleurs, c'est le moment de nous intéresser à la météo de demain. On se retrouve juste après. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Moder Habitat reste agréable et saine au fil des saisons. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, ce soir en soirée jusqu'à demain matin, le ciel sera encore couvert avec un brouillard givrant toujours très présent. Mais en début d'après-midi, la vue se dégage et le ciel s'éclaircit, nous laissant profiter d'une agréable journée. Mais les températures ne remontent pas pour autant avec -2 à -4 degrés pour les minimales et 3 à 4 degrés pour les maximales. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête aux Tatiana. Il fera jour de 8h26 à 17h. Passez tous une belle journée et à demain. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. On m'a dit que les piles des appareils étaient difficiles à changer. Elles sont très petites. Alors aujourd'hui, on a des solutions comme les appareils rechargeables. Ça existe dans tous les modèles. Les intra-auriculaires, appareils directement dans l'oreille, les micro-contours et les contours. Donc ça évite le changement de pile, c'est pratique et écologique. Pose du réseau gaz à Rimsdorf. Aujourd'hui, nous sommes en Alsace. Nous pouvons travailler dans le pays de Vils ou dans le pays de Sarreguemines, même Sarrebourg, et nous déplacer ne nous fait pas peur. Enfouissement de la ligne haute tension à Sourtes. Ça permet une sécurisation de l'alimentation électrique du village et aux alentours. Acquisition d'un camion aspirateur dernier cri. Il nous permet d'aller très vite lorsqu'on fait des trous de sondage en milieu urbain et de travailler en toute sécurité. Un partenariat avec le CHS de Sarreguemines et l'association Réhab. Le handicap a sa place dans le milieu du travail.
En 2021, WETP et CMIT ont réalisé 500 branchements, posé 30 000 mètres de réseau sec et enfui 10 000 mètres de réseau aérien. GRDF, Enedis et les collectivités locales nous ont une nouvelle fois fait confiance. Le groupe Wagner, ce sont aussi 2500 barrières de sécurité, une flotte de 40 véhicules et surtout 50 salariés qui œuvrent au quotidien. Pour 2022, nous vous adressons tous nos vœux pour relever les défis qui sont les vôtres. Amor mio. Bonjour monsieur. Bonjour, je viens pour faire ma dose de rappel. Il y a des rendez-vous à ne pas manquer. Pour continuer à vous protéger, pensez dès maintenant à votre dose de rappel. Houston, on a un problème! C'est incroyable tous ces gens qui s'intéressent à moi. Bon, faut dire que je suis quand même quelqu'un d'exceptionnel. Si tu reçois autant de messages, c'est sûrement que tu t'es fait pirater. Mais non! Attends, regarde ce message de Cynthia. Erwan, j'espère que tout va bien, on sera toujours là pour toi. Tu t'es fait pirater. Et ben voilà, j'ai reçu la même arnaque. Ça dit que tu t'es fait agresser et qu'il faut t'envoyer de l'argent. Bon bah qu'est-ce qu'on peut faire? Bah d'abord tu signales le faux profil, la plupart des réseaux sociaux proposent cette fonction, et ensuite t'envoies un message à tous tes contacts pour les prévenir et les rassurer. Ok, ça marche. Eh mais attends, ça se trouve j'ai un homonyme? Bah ouais, un homonyme avec les mêmes amis. C'est super crédible. Bah. Quand vous surfez, pensez à activer vos dispositifs de sécurité. Restez vigilants sur l'usurpation d'identité sur les réseaux sociaux. Les pirates peuvent se faire passer pour vous ou un organisme officiel pour soutirer de l'argent par tous les moyens possibles, en instaurant un faux climat de confiance. L'usurpation d'identité est un délit pénal. Si on cherchait nos homonymes sur Internet... Oh, il est bizarre celui-là. Oh, celui-là aussi là. Reviens en arrière, là. Ah, il est pas mal, ça, Tawa. Oh, mon roudoudou. Faut pas te vexer. Trier correctement ses déchets, c'est bien. En produire moins, c'est mieux. Le CIDEM, syndicat mixte du transport et de traitement des déchets en Moselle-Est, organise régulièrement des ateliers pour sensibiliser le grand public dès le plus jeune âge à une consommation responsable. Kelly Perron s'est glissée dans un atelier zéro déchet à Morsbach. Un peu de cassonade, d'huile de coco, de sucre vanillé et le tour est joué. Un gommage maison réalisé avec seulement quelques ingrédients. Durant toute une après-midi, ces enfants du périscolaire et certains inscrits par leurs parents ont pu apprendre des astuces et des conseils pour réduire au quotidien leur volume de déchets. Notamment avec un atelier de confection de lingettes nettoyantes réalisé avec quelques ingrédients de base et des draps inutilisés. Donc on va faire des carrés d'à peu près 15 cm, 15 cm donc, de taille de chaque côté. Donc là je vais découper ici pour avoir vraiment un carré. Donc une fois que vous avez découpé toutes vos lingettes, vous allez pouvoir faire la petite recette, c'est-à-dire prendre le vinaigre blanc. Donc là, on va verser 3 cuillères à soupe de vinaigre blanc, un fond de bouchon, mais vraiment quelques gouttes de savon noir, et ensuite 2 tasses d'eau chaude. Ensuite, on va préparer nos petites lingettes. On va les retourner un petit peu comme des crêpes si vous voulez. On va les rouler. Et ensuite, on va les replier en deux. Voilà. Et on va les plonger directement dans le petit bain de vinaigre blanc, de mélange avec le savon noir. Après, vous pouvez les utiliser pour nettoyer tout ce que vous voulez, que ce soit à l'intérieur de votre voiture. Ça peut être pratique d'avoir un petit bocal dans sa voiture. Ça peut être au quotidien dans la cuisine, dans la salle de bain, voilà.
Très appliqués et impliqués, les petits écolos d'Anjour ont joué le jeu, conscients de l'intérêt de ce type d'atelier. Bien qu'amusant et manuel, le but premier reste de les sensibiliser à la réutilisation. Moi je trouve que c'est bien d'aider la planète et tout ça, quoi. Pour aider, puisque la planète elle est plus normale. C'était bien, on a fait beaucoup de choses, on a aussi fait des lingettes, on a fait des masques et après on va faire un sac. Un sac avec un simple t-shirt abandonné dans le placard depuis des mois ou des années, c'était le dernier atelier réalisé par les enfants. Un long travail de découpage qui nécessite de la patience. C'était ma maman qui faisait l'atelier. Et déjà aussi à la maison, avec ma mère, on fait souvent des bricolages comme ça. Du coup, depuis que je suis petite, elle m'apprend un peu des choses comme ça. J'aime bien aussi les franges en dessous, là. Mais même si ça prend un peu de temps, j'ai quand même bien aimé. Une sorte de marché gratuit était également organisé. Les enfants pouvaient apporter un objet et l'échanger avec un objet qui les intéresse. Des conseils à noter précieusement pour refaire chez vous quelques recettes responsables. On termine notre émission sur ces images. Merci de nous avoir suivis. Demain, retrouvez Julia sur ce plateau pour l'actu fraîche du jour. À très bientôt.